Bonjour, aujourd'hui nous recevons Marie-Thérèse Mercier. Bonjour Tristan. On ne présente plus à Montpellier, n'est-ce pas donc commissaire aux comptes, patronne du très célèbre cabinet EY. On dit comment? EY. Ah voilà. Ex-présidente du MEDEF, conseillère régionale et présidente de l'agence, de la nouvelle agence de développement économique. Oui, vice-présidente. Vice-présidente, voilà, vice-présidente, sous l'égide de Carole Delga. Voilà. Et autant vous dire directement, la politique ne l'intéresse pas. Non, pas la polémique, excusez-moi. Ah, merci. J'allais reprendre. Donc, non, c'est la polémique qui ne l'intéresse pas. Donc, on va commencer par le prochain numéro là, de La Glorieuse, le 782, avec une locale. Donc, le premier parti de l'Hérault, le Front National, il y a des turbulences et on assiste à un rassemblement sans Ménard. Voilà, donc on vous explique tout ce qui se passe à l'intérieur de ce parti héraultais. Voilà. Ensuite, LREM, les voyages ministériels et la réunion de Castelnau-le-Lez. On revient là-dessus avec quelques histoires croustillantes. Et un dossier donc, de Coralie Pierre sur le foot amateur, la Ligue Occitanie au bord de l'implosion. Alors, vous apprendrez quelque chose dans ce dossier, c'est que la Ligue Languedoc-Roussillon et la Ligue Midi-Pyrénées ne s'entendent pas du tout. Est-ce que vous le saviez? Je ne le savais pas. Voilà. C'est une exception au foot. Voilà, c'est un foot. Voilà. Dans le rugby, peut-être qu'ils s'entendent, enfin, qui sait, mais dans le foot, ils ne s'entendent pas. Ensuite, donc, on revient aussi sur le PS, on compte et on recompte après les élections. Là, une semaine après les élections, toujours rien. Il n'y a pas de fumée blanche. Voilà, la fac de droit, Philippe Pétel, le Jawad montpelliérain, il ne sait pas trop ce qui s'est passé. Voilà, ça a l'air compliqué vu de son avocat. Voilà, donc Marie-Thérèse, donc entretien du tac au tac. Rebonjour. Rebonjour. Donc, on va commencer directement dans l'économie. Vous vous occupez d'économie. Oui. Est-ce qu'avec un taux de chômage de 15%, 30 à 40% dans certains quartiers, on ne peut pas dire qu'il y a une espèce d'échec des politiques économiques du travail dans les zones métropolitaines et donc dans la région? Alors, on sait qu'on est une région où notamment, vous parliez des quartiers, mais c'est aussi le littoral. Donc il y a bien sûr un échec des politiques. C'est aussi quand même là-dessus que nous travaillons. Mais ce qu'il faut rappeler, et je pense que c'est important de le dire, c'est que c'est 50 000 nouveaux arrivants chaque année qui arrivent dans cette région. Et c'est un peu plus, on va dire un peu moins de 10 000 sur la métropole. Donc, ce qui veut dire qu'on a des politiques qui sont ambitieuses, qui créent de l'emploi. Je voudrais rappeler aussi qu'on est la première région, la seule région de France qui a créé de l'emploi industriel sur 2017. Quoi qu'il en soit, comme on accueille beaucoup de nouveaux arrivants sur cette région qui est dynamique et attractive, du coup, il faut encore amplifier le travail sur la politique de l'emploi. Oui, non, mais à chaque fois, on nous dit, oui, il y a beaucoup de gens qui viennent, voilà, il y a des taux de chômage qui sont les plus importants de France. Est-ce qu'il ne faudrait pas doublement vitaminer la situation, quoi? Il faut doublement vitaminer la situation. Mais c'est pas fait, c'est pas fait. Ah, je crois que c'est fait, mais c'est toujours pareil. Il faut, voilà, notre présidente, on est là depuis 2 ans. On sait que sur l'emploi, les effets, ils se ressentent toujours à long terme. Quand on travaille sur l'apprentissage, quand on veut doubler l'apprentissage, quand on travaille sur la jeunesse et comment donner de l'emploi à la jeunesse, on reparlera ensuite, on est sur un plus long terme de la cité de l'économie et des métiers de demain pour lesquels aussi, oui. Bien sûr, je suis là aussi aujourd'hui. Donc, c'est qu'en menant ces politiques-là, ces politiques de proximité, en travaillant sur l'école de la deuxième chance, qu'effectivement, enfin, je crois qu'on fait beaucoup de choses. Mais on le sait, on peut faire le parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui au niveau gouvernemental. Aujourd'hui, on tire les fruits aussi du CICE, du pacte de responsabilité. Donc voilà, il y a une belle politique qui se met en place. Il faut du temps sur l'emploi, c'est ce qui prend le plus de temps. Pour autant, il ne faut pas se décourager et je pense qu'on a des politiques ambitieuses sur l'emploi. Voilà, donc, quand vous avez rejoint Carole Delga, vous étiez présidente du MEDEF local. Oui. Comment fait-on la synthèse de la présidence du MEDEF local à un exécutif PS régional?
j'étais un peu, je ne vais pas dire un électron libre au MEDEF, mais je suis arrivée au MEDEF en 2008, c'est-à-dire pendant la période de crise, au plus fort de la crise. Et si j'ai pris la présidence du MEDEF, je rappelle déjà sous Laurence Parisot, donc c'était aussi une autre façon de travailler, dans une situation où on m'a demandé d'aider les entreprises. Donc la synthèse, c'était l'aide aux entreprises qui étaient dans des situations très complexes. Donc j'avais tout un projet, tout un programme là-dessus. J'ai beaucoup travaillé avec le préfet de l'époque, sur la partie tiers de confiance avec les banques. Donc c'est ça qui m'a amené au MEDEF. Donc il faut déjà aussi se rappeler ça. Et ensuite, comment on en fait la synthèse ? On en fait la synthèse à partir des valeurs qu'on défend. Je crois que cette région, elle a une politique sur les aides, notamment aux entreprises, importante. Et je crois que c'est assez facile, contrairement à ce qu'on peut penser, d'en faire la synthèse. Rassurez-vous, là, vous n'êtes pas comme l'autre, votre ennemi, c'est pas la finance. Mon ennemi, c'est parfois la finance. D'accord. Voilà. Ça peut Parce vous que choquer. parfois la finance, c'est bien. La finance, c'est une très bonne chose. La finance, c'est ce qui permet aujourd'hui à des entreprises de se développer. Mais il y a parfois des abus, et notamment, voilà, il y a parfois des abus, il y en a eu. Les Panama Papers, etc. Et ça, je le combats. De la même façon que des entreprises qui ne payent pas leurs impôts en France, je le combats. Voilà. Donc, voilà, il y a quelques sujets pour lesquels, effectivement, non, oui, je peux dire... C'est assez normal, en fait. Tout le monde oui, combat mais c'est important de les le dire. GAFA qui ne payent pas leurs impôts en France. Ben, tout le monde ne le dit pas, donc moi, je le dis. Oui, voilà. Voilà. Mais Ben, bon, oui. Donc la finance, c'est bien. Sortie des GAFA et des... La finance, c'est bien quand elle aide au développement économique. Quel est votre regard sur les événements sociaux, voire estudiantins, pas locaux, mais estudiantins qui se passent actuellement? Alors, comme je vous le disais en préambule, hein, de par mon métier, puisque je tiens quand même à rappeler que je suis toujours en activité professionnelle, j'ai quand même un devoir de réserve, et notamment par rapport à ce qui peut se passer dans les universités, puisque je suis commissaire aux comptes d'un certain nombre d'universités. Donc ensuite, par rapport au mouvement étudiant, moi je pense qu'il est important, et c'est important en matière de valeur, de pouvoir faire entendre sa voix. Donc par rapport à tous les mouvements sociaux, moi je ne suis pas pour des gens qui ne s'expriment pas, donc je suis contente quand je vois des jeunes qui s'expriment, qui défendent leurs opinions. Je pense que c'est important pour le monde qu'on construit aussi. Ça se rapproche de notre démarche citoyenne, que tout le monde puisse faire entendre sa voix. Ensuite, je suis évidemment comme tout le monde, contre la violence. Je condamne fermement la violence et il n'y a rien qui puisse justifier des comportements qui, d'un côté et de l'autre, sont exagérés, n'ont aucun sens. Voilà. Après, c'est difficile pour moi d'en dire davantage. C'est-à-dire que ces événements sociaux, c'est plus c'est plus positif, c'est plus prendre la parole pour vous que des accès de fièvre qui minent un petit peu l'économie française. Je pense que c'est important que chacun puisse s'exprimer. Donc pour moi, c'est positif quand chacun a droit à la parole. Ça fait partie de la démocratie et ça me paraît très très important. Comment distinguez-vous votre activité économique et politique ? Alors quand vous parlez d'économique, c'est mon activité professionnelle. Alors c'est vrai que c'est pas si facile que ça, puisque souvent les gens qui s'engagent en politique abandonnent leur activité professionnelle ou se mettent en disponibilité de leur activité professionnelle. Quand vous êtes comme moi, quand vous avez des clients, des entreprises qui sont mes clients, c'est pas possible. Et puis j'aime mon métier. Donc je pense qu'il faut que j'essaie d'inventer une nouvelle façon de faire de la politique en continuant à mener les deux. Donc je cloisonne l'un et l'autre. Je fais très attention à tout ce qui peut être conflit d'intérêts, puisque je sais que ça pourrait bien sûr m'être reproché très facilement. Et j'essaie de consacrer dans ma journée du temps à la politique et du temps à mes clients. D'accord. Donc pourquoi vous êtes rentré en politique aux côtés du Parti Socialiste et pas du côté du Parti Macroniste, par exemple? Alors, ça aurait pu se faire, non? Alors d'abord, je voudrais rappeler que je suis rentrée en politique, même si c'est assez récent, avant que le Parti Macroniste et que le Parti En Marche soit créé. Pour autant, je suis très fière d'être rentrée en politique aux côtés de la présidente de région qui est socialiste. Je veux rappeler quand même que je ne suis pas encartée, que j'ai fait le choix de n'appartenir à aucun parti politique pour justement essayer de faire comprendre que la société civile peut travailler autrement. Ça veut dire aussi que j'accepte plus facilement d'être éjectable. Donc voilà, j'ai pas de parti derrière.
je suis proche des valeurs socialistes. Mon parcours personnel, qu'on connaît peu, je suis petite fille d'immigrés espagnols. Et au-delà de ce qu'on fait dans la vie, il y a aussi ce qui nous enracine, ce qui est au fond de moi. Voilà. Et donc mon histoire personnelle, dont je suis très fière, fait que je suis assez proche des valeurs humanistes. Je suis très social-démocrate, très attachée à l'Europe. Et je défends avant tout ces valeurs-là. Donc il y a effectivement des choses qui peuvent me plaire ou m'intéresser dans le macronisme, mais pas seulement. Et donc je crois que je suis aujourd'hui... Vous êtes plus proche du socialisme que du macronisme? Je suis social-démocrate. Alors le Parti socialiste, je pense qu'il y a beaucoup de gens... elle est quand même ténue, quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens au Parti socialiste qui sont sociodémocrates aussi. Et donc je suis de cette frange-là. D'accord. Et je me sens proche du Parti socialiste. Donc vous venez de lancer une cité de l'économie, oui. qui va s'installer à Montpellier. Oui, oui. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ce machin-là? Parce qu'une cité de l'économie... Alors, ce n'est pas la cité de l'économie, c'est la cité de l'économie et des métiers de demain. Et donc, oui, ce qui compte, bien sûr, c'est le demain. D'accord. On est aujourd'hui voilà, on sait qu'il y a des chamboulements très forts dans l'économie, dans les métiers, notamment liés à l'intelligence artificielle. Le dernier rapport Villani en témoigne. Et donc, il y a des réflexions, il y a beaucoup de métiers qui vont être chamboulés. Je rappelle l'étude de Dell et du think tank de Palo Alto, qui a dit 80% des métiers de demain n'existent pas aujourd'hui. Donc, c'est vraiment ça le fondement de cette cité de l'économie et des métiers de demain. Comment on fait dans cette région pour travailler sur ces sujets-là, pour amener les entreprises à réfléchir à ces sujets-là, à évoluer, à expérimenter. Je tiens vraiment à dire qu'on veut pas seulement réfléchir, c'est pas un lieu où simplement on va réfléchir, c'est un lieu où on va réfléchir, à expérimenter avec des gens issus de la région, mais aussi des gens de partout dans le monde, parce qu'on ne peut pas traiter de ces sujets sans s'intéresser à ce qui se fait ailleurs. Donc c'est vraiment un endroit où on va travailler, expérimenter, et je crois que ce point-là, il va être essentiel. On veut être la première région d'innovation en Europe, ou au moins en France. Donc quand on dit ça, il faut s'en donner les moyens. Donc c'est vraiment bâtir un projet stratégique pour la région Occitanie, qui sera basé à Montpellier. Donc c'est aussi, quelque part, se donner dans cette région, à Montpellier, un projet, on pourrait presque dire à la Georges Frêche, avec une vision, avec un projet ambitieux pour Montpellier. D'accord. Oui, donc oui, il existe plein de choses déjà sur ce créneau-là à Montpellier, avec Apoméga, les clusters, des ci, des ça, la French Tech. Rien à voir. Non, mais enfin, bon, on empile. C'est le millefeuille de l'aide à l'entreprise et de l'innovation, quoi. On a l'impression. J'ai été claire dès le départ, j'ai dit, on ne fera rien de ce qui existe déjà. D'accord. Ça n'a aucun Alors, quelle est intérêt. la différence avec ce qui existe déjà? Ce qui existe déjà aujourd'hui, c'est, on a des startups, le French Tech, encore une fois, belle réussite du gouvernement précédent, il faut aussi le rappeler de temps en temps, donc très belle réussite, avec beaucoup de startups qui redonnent du dynamisme à l'économie, qui donnent aussi à des jeunes envie d'entreprendre, donc c'est pas rien. Mais là, on travaille sur l'accompagnement d'entreprises existantes, même si ce sont de jeunes entreprises, qui travaillent sur des projets avec de l'innovation. La cité de l'économie et des métiers de demain, c'est de comprendre en quoi les nouvelles technologies vont impacter les métiers de demain, en quoi on accompagne les entreprises et les salariés à évoluer sur ces métiers. Donc ça veut dire aussi travailler avec des philosophes, des sociologues. C'est pas juste innover, c'est accompagner l'innovation pour qu'elle soit utile à la société, qu'elle soit positive à la société et que quelque part dans cette région, encore une fois où on veut être la région d'innovation, on mette un coup de projecteur sur cette région et que les nouveaux métiers viennent se créer ici plutôt qu'ailleurs. Donc on travaille sur l'emploi. Concrètement, là, il n'y a pas de lieu qui est dédié. Est-ce qu'il y a un budget qui est dédié? On a l'impression que c'est un peu un effet d'annonce, ce truc-là. Alors, quand on est... Non, mais je peux le comprendre. Quand on est sur un projet à long terme, on peut avoir le sentiment que c'est un effet d'annonce. Je voudrais rappeler que le pendant, si on peut dire ça comme ça, on est en train aussi de créer à Toulouse la Cité des startups. La Cité des startups, alors, je ne sais pas, il y aura un budget autour de 15-20 millions. Je m'avance sur les chiffres, mais c'est de cet ordre de grandeur-là. On a déjà investi en rachetant les halles Latécoère. Donc, ce n'est pas simplement un effet d'annonce. Toulouse, qui a démarré
plus tôt et sur une cité des startups, puisque ça manquait à Toulouse, a déjà mis des moyens et va annoncer un budget d'investissement. Donc vous imaginez bien que ce n'est pas simplement un effet d'annonce et qu'effectivement on est en train de chercher un lieu, on est en train de travailler sur la partie, on va dire, patrimoniale et foncière des choses et que ça ne sera pas simplement un effet d'annonce. Quand nous aurons trouvé le lieu, on pourra effectivement en dire un petit peu plus. D'accord, donc voilà, on revient un petit peu à une petite parenthèse politique, si ça ne vous ennuie pas. Pas du tout. Donc vous avez recruté... Si elle n'est pas polémique, on est d'accord. Oh, il y a toujours un peu de polémique dans la Glorieuse. Vous avez recruté Virginie Bruguès, qui est la suppléante du député En Marche, Patrick Vignal. Oui. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Et donc, voilà, ça veut dire que vous... Voilà, il y a des ponts quand même tout à l'heure. Bien sûr. Alors d'abord, je connais Virginie Bruguès depuis plus longtemps qu'effectivement, enfin depuis quelques années. Ça, c'est la première chose. Elle n'a pas été recrutée parce qu'elle est suppléante de Patrick Vignal, que je connais aussi quand même depuis un certain nombre d'années. Elle a passé des entretiens de recrutement, comme d'autres candidats. Elle avait l'avantage, pardon, par rapport à d'autres candidats, d'avoir un profil un petit peu plus international, de par son parcours antérieur, et d'avoir aussi un parcours plus national. Donc, dans la dimension de la Cité de l'Éco et des métiers de demain qu'on veut donner, c'est-à-dire une dimension à la fois nationale et internationale, son cursus et son parcours étaient intéressants. Et après, je veux rappeler que maintenant, elle est embauchée dans les services de la région, et donc elle ne doit plus faire de politique, elle n'a pas vocation à faire de la politique, dans la mesure où maintenant, elle fait partie des services administratifs de la région. Donc elle va quitter son tablier de Je pense pas que les suppléants n'ont pas vraiment un rôle. Hein. Vous le savez, comme moi, comme les députés, les suppléants ont un rôle le jour où... non, les suppléants n'ont pas la parole en matière législative. Les suppléants ont un rôle quand le député part vers d'autres fonctions. Voilà. Donc auquel cas, on se reposera la question. Je veux rappeler qu'elle est embauchée sur une mission d'une durée d'1 an. D'accord. Quel est votre regard aujourd'hui sur la ville de Montpellier et donc Philippe Sorel avec qui, entre Philippe Sorel et la région, il y a des hauts et des bas, quoi, on va dire. Non ? J'ai cru comprendre, et a priori, qu'il y avait des hauts et des bas. Vous avez cru comprendre ? Oui, j'ai cru comprendre parce que vous m'avez donné votre dernier numéro de la Glorieuse, où vous évoquez le sujet. Je vous l'ai dit en préambule, moi je ne cherche pas à être polémique et polémiste. Je n'ai pas le talent d'autres acteurs, et notamment peut-être... Vous avez un avis, Oui, je vais vous le donner. Mais en tout cas, je n'ai pas ce talent polémiste de la petite phrase et de la phrase qui fait mouche là-dessus. Moi, je trouve que cette ville, elle mérite des projets structurants, des projets ambitieux, qu'elle en manque un peu aujourd'hui. Le projet important et ambitieux que j'ai pu voir sur la ville de Montpellier, c'est celui autour de tiers-lieux et des ICC, donc des industries culturelles et créatives, qui me paraît être un bon projet. Ensuite, je trouve qu'on est très sur la polémique, les petites phrases, beaucoup sur la communication. Je trouve que cette ville, on devait réparer la ville. Je trouve que ça ne se voit pas beaucoup. Et notamment, j'ai beaucoup de personnes, des simples citoyens qui me disent que la ville est encore sale. Et je pense que vous l'entendez comme moi, et ça, je trouve ça dommage, parce que ça joue sur l'attractivité de la ville et sur les deux métropoles. On doit avoir deux belles métropoles fortes pour que cette région Occitanie rayonne. Donc voilà, donc je pense qu'il y a encore des sujets à régler, à la fois des sujets du quotidien, comme la propreté de la ville, comme la ligne 5. Moi, j'habite à Pignan et je suis abordée régulièrement par des citoyens qui ne comprennent pas pourquoi. Alors, moi, j'entends dire que c'est une ligne de bobo, la ligne 5, peut-être quand on se promène à Montpellier, mais il y a aussi des habitants dans la métropole qui attendent d'avoir des moyens de transport dignes de ce nom. Voilà, donc finalement, c'est assez précis. La principale opposition à la région, c'est le Front National. Oui. Quel est votre regard? Est-ce que vous pensez qu'il a atteint son plafond de verre ou qu'il va continuer à se développer? Aujourd'hui, c'est devenu le premier parti hérolté, donc on fait un dossier sur lui là, dans le journal cette semaine. Il est passé en gros de 100 000 votants dans le département à 250 000 votants, 230 000, je ne sais plus, en l'espace de 15 ans. Quel est votre regard là-dessus? Mon regard, c'est qu'il faut entendre ce que ça traduit.
je reviendrai sur le parti en lui-même. Ça veut dire aujourd'hui qu'on ne sait pas encore et qu'on n'est pas encore suffisamment visible, que nos actions ne sont pas suffisamment claires. Je dis ça pour tous les politiques, puisque quelque part, on a des gens qui trouvent que la seule réponse, c'est le Front National. Donc ça, je trouve ça bien sûr inquiétant, et je trouve qu'effectivement, il faut s'occuper de tout le monde, des gens qui sont laissés pour compte, des gens qui ne comprennent pas ce qui est peut-être la politique nationale, hein, qui est une politique un peu élitiste, qui est utile par certains côtés, mais qui crée et qui renforce la fracture sociale. Donc moi, c'est avant tout ça mon sujet, et je vous rappelle ce que je vous disais en préambule sur mes origines, et en quoi je suis attachée à ce qu'on s'occupe de tout le monde. Ensuite, voilà, quand je vois comment fonctionne le Front National, j'ai découvert ça. À la région, comment il fonctionne comment ? C'est vraiment des polémistes, des gens qui sont dans la haine. Je découvre chez la plupart d'entre eux des discours de haine, des discours de provocation qui ne servent à rien, qui ne font pas avancer les choses. On sait leur répondre, mais je ne suis pas sûre et on leur répond, mais c'est pas ça qu'attend de nous le citoyen. Donc bien sûr, on ne se laisse pas faire et on sait répondre à ces discours haineux, mais je pense que notre réponse, elle sera par la démarche citoyenne, en écoutant ce que les gens ont à nous dire là-dessus, et je suis bien sûr inquiète et attentive sur ces sujets-là. Je n'ai pas toutes les réponses, mais c'est un vrai sujet. Et quels sont vos rapports politiques avec votre collègue et associé, Alex Larue? Rapport politique, hein, ouais. Possible, fort probable candidat aux Républicains au municipal de Montpellier. Alors, on essaie de ne pas parler, on dirige ensemble, hein, on a une équipe de 70 personnes que je dirige sur Montpellier, et j'oublie jamais que manager une équipe, c'est avant tout quand même ça ce que je sais faire. Manager une équipe, c'est pas les embarquer sur les sujets politiques. Donc on fait très attention. À la tête, il y a deux personnes politiques. Donc, oui, en fait c'est un peu le hasard. Vous faites des réunions, des discussions à bâton rompu. On fait des discussions à bâton rompu, mais jamais politique. Si, bien sûr, on parle politique souvent tous les deux, et on aime parler politique tous les deux, mais on ne le fait jamais au sein du bureau, jamais devant nos collaborateurs qui n'ont pas à être mêlés à ces sujets-là. Quand je suis au bureau, je dois embarquer mon équipe, leur donner envie d'aller encore plus loin, d'avoir des projets, de créer toujours des projets nouveaux. Et je pense qu'on partage aussi ce sens des valeurs avec Alex Larue, et après son avenir politique lui appartient. Voilà. On va terminer par la question chapeau. Hein. Alors allez-y, choisissez et dites-nous ce que vous avez choisi. Alors, votre regard sur la fiscalité des entreprises. Sur la fiscalité ? Oui, fiscalité. Alors bon, c'est une vaste question. Mais court, voilà, on va faire court. En fait, je pense que les entreprises doivent être fières de contribuer tout simplement à une politique ambitieuse de la nation, et donc elles doivent vouloir payer de l'impôt, comme tout un chacun, comme un citoyen. Il ne faut pas que la politique soit confiscatoire, donc c'est vrai que j'ai pu être contre certaines mesures du gouvernement précédent sur de la fiscalité confiscatoire à 75%. Pour autant, je pense qu'on est aujourd'hui sur des taux de fiscalité entreprise qui sont tout à fait corrects, hein, autour de 25-28%. Et donc, voilà, je pense que les entreprises doivent être fières de contribuer au développement économique et à l'ensemble de l'ambition du pays, y compris sur la solidarité. Parce qu'il y en a qui disent que il y a trop d'impôts en France, qu'il y a un niveau de prélèvement je pense qu'aujourd'hui... Un des plus importants au monde. Ça c'est fini. Aujourd'hui, on est sur des taux à 28% et avec une prévision à 25%, un taux annoncé à 25%. Donc je pense qu'on est sur des taux tout à fait comparables aux autres fiscalités européennes. Donc on est aujourd'hui sur une fiscalité... On est compétitif On est compétitif sur la fiscalité des entreprises. Très bien, je vous remercie. Avec grand plaisir.